La pratique. Maintenant que vous savez grossièrement comment fonctionne un moteur, en tout cas comment fonctionne un moteur triphasé, encore faut-il pouvoir le brancher comme il faut. Et c'est pour ça que je vous avais mis plusieurs schémas en bas. Mais après, votre camarade Petreluzzi devrait, entre guillemets, connaître ces schémas, je suppose. En tout cas, les a utilisés sans forcément le savoir. Donc ici, vous avez, entre guillemets, un branchement électrotechnique, hein. C'est-à-dire, un exemple tout simple. Quand vous voyez les portiques au niveau du port de Jarry, dans ces portiques, non, en fait, non, ce que je voulais simplement dire par là, c'est que quand tu as fait ton bateau, en fait, toi, ce que tu avais utilisé, c'était, attends, ce type de branchement, en réalité. En gros, ton contrôleur, en fait, ton ESC, c'était ça. Soit ça, soit ça. Donc, voilà, branchement électrotechnique. Donc, faut savoir, quand vous avez en fait affaire à de grosses machineries, c'est-à-dire par exemple à une usine ou encore au portique de Jarry, en fait, vous avez un paquet de moteurs triphasés dedans. Et ces moteurs triphasés, voilà comment ils sont branchés. Notre moteur triphasé qui est là et qui a un paquet de protection par-dessus. D'accord? Et chaque protection ici a un rôle. Donc, on va essayer de répondre aux questions ensemble, déjà. Que se passe-t-il selon vous quand on appuie sur BP1, BP2 et BPA? Que se passe-t-il selon vous quand on appuie sur BP1, BP2, puis BPA? Commençons par BP1. Qu'est-ce qui se passe si on appuie sur BP1? Ce qui se passe, si on appuie sur BP1, d'accord? Donc supposons que BP1 ici se ferme. Ce qui se passe, c'est qu'on va du coup avoir ici du courant qui va circuler. Vous êtes d'accord? Et comme on va avoir du courant qui va... Attendez, je rate juste un truc. Attendez, laisse-moi, je réfléchis juste pendant quelques minutes, parce que je crois que j'ai fait une faute en fait. Dans ce schéma-là, je crois qu'il y a une faute. Ouais, j'aurais dit lui c'est KM2 et lui c'est KM1. Ouais, ça peut être que ça. Bon, donc ici, on suppose qu'on va appuyer sur BP1. Je vous enverrai le corrigé du cours juste après, hein, d'accord? On appuie sur BP1. Qu'est-ce qui va se passer? Par conséquent, le courant va traverser KM1 qui est juste là. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous avez affaire à quelque part une pile, hein. Ce truc-là, quelque part, c'est juste une pile qui va puiser un peu de courant ici pour l'amener ici, ni plus ni moins. Pardon, on va dire que le courant passe comme ceci, d'accord? Donc ici, à la base, le courant ne peut pas passer ni par BP1 ni par KM1. Mais si j'appuie sur BP1 qui est là, le courant peut passer. Mais surtout,
KM1 ici est alimenté. Par conséquent, l'interrupteur qui est là va se fermer par lui-même. Et donc, par conséquent, le gros interrupteur qui est là va également se fermer par lui-même. Ni plus, ni moins. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Et au passage, vous remarquerez qu'ici, ce qui s'est passé, c'est que le courant s'est ouvert. Mais ça, on le verra par la suite, hein, d'accord? Donc, si on appuie sur lui, lui se ferme, parce que lui est alimenté, lui se ferme également, et lui s'ouvre. Maintenant, si on appuie directement sur BP2, donc supposons que maintenant j'appuie ici. Est-ce que je vais avoir une action maintenant? Si j'appuie ici, là, est-ce que je vais avoir une action? Est-ce que quelque chose va, selon vous, se passer? Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? La même chose pour l'autre, d'accord? Mais ici, on a un problème, c'est que lui, là, actuellement là, il est fermé, hein. Mais si juste avant, tu avais appuyé sur BP1, lui se retrouve ouvert. En vérité, si on appuie sur BP1, on va, entre guillemets, activer KM1. Si on appuie sur BP2, on va activer, entre guillemets, KM2. Mais si on appuie sur BP1, puis BP2, ou sur BP2, puis BP1, le premier va fonctionner, mais le second ne va pas, lui, fonctionner. D'accord? Ça va juste bugger, faire un truc bizarre. Non, non, ne faites pas ça, vous allez juste cramer le système. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Mais par contre, pour pouvoir les remettre dans leur position d'origine, donc pouvoir couper le courant pour l'ensemble qui est là, il faut appuyer sur BPA. BPA coupe le courant. Forcément, les bobines KM1 ou KM2 ne sont plus alimentées. Donc, s'il y avait le KM1 et le KM2 qui étaient là d'ouvert et ces deux-là qui étaient là, pardon, celui-là et celui-là qui étaient du coup fermés et celui-là ou celui-là qui était du coup ouvert, ils vont retourner à leur position d'origine. Donc, on va retourner sur ce schéma d'origine initiale. D'accord? Mais, du coup, il reste une dernière question. À quoi sert réellement ici, selon vous, KM1 et KM2? À quoi sert selon vous KM1 et KM2 ici? Alimenter le moteur, mais c'est un peu bizarre quand même qu'il y en ait deux. Un seul suffirait largement, non? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque entre les deux? Personne? Ok. En fait, ici, comme vous l'avez remarqué, le bleu va dans le bleu, le rouge va dans le rouge, le rose va dans le rose. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Ici, on a une inversion entre deux couleurs. Et cette inversion signifie quoi? Elle signifie simplement qu'on change le sens de rotation. Ni plus, ni moins. En fait, une fois qu'on appuie sur KM1, on fait le moteur tourner dans un sens. Une fois qu'on appuie sur KM2, on fait le moteur tourner dans l'autre sens. C'est simplement ça. On a simplement échangé deux cas pour le moteur tourner dans l'autre sens. Et pour le coup, justement, toi, Benjamin, tu as dû te rendre compte de ça lorsque tu faisais des branchements. Si jamais tu inverses deux câbles dans ton branchement pour ton moteur triphasé, tu as vu que le moteur tournait dans l'autre sens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, bon, après, il y a des petites questions ici, mais bon, je vais pas vous embêter avec ça, hein. Mais retenez simplement que le relais thermique se déclenche dès lors que le courant reste élevé trop longtemps, alors que lui va se déclencher dès lors qu'on aura réellement un gros pic de courant. D'accord? En gros, lui, si par exemple on fait tourner le moteur, on le fait tourner entre guillemets très très longtemps,
on lui fait émettre beaucoup de force et il consomme beaucoup de courant. Si la consommation de courant devient longue dans le temps, d'accord, et qu'elle est assez élevée, lui va finir par s'activer et par tout couper. Mais lui, par contre, si jamais il voit qu'un seul coup, il y a juste un fort appel de courant, il va s'activer le plus vite possible. C'est simplement ça la différence, mais ne cherchez pas à aller forcément plus loin ici. Ensuite, les redresseurs qui sont là. Selon vous, des redresseurs qui sont ici, ils servent à quoi? Redresseur là et là, sert à quoi selon vous? On va directement du coup répondre aux questions. Selon vous, que se passe-t-il si le L qui est là est positif par rapport à N? S'il est positif, le courant de L, il va passer où? Par? Non, pas par D2, mais plutôt par D1. Le courant va passer comme ceci. N'oubliez pas, hein, en fait, hein, ça c'est une diode, et pour savoir le sens de passage de la diode, vous regardez simplement la flèche, d'accord? Là, si notre L est positif par rapport, enfin, disons, est juste positif, on va pas se casser la tête à savoir exactement par rapport à quoi. Du coup, soit il peut passer par D2, soit il peut passer par D1. Sauf que D2, vous voyez bien qu'il y a une barrière, donc forcément, il va passer par D1. Aller dans le plus, puis retourner vers le moins, et passer, cette fois-ci, soit par D2, sauf qu'il y a L qui le bloque, soit par D6, et donc dans le neutre. D'accord? En gros, si je devais schématiser, je vais voir si je vais faire un petit dessin. Notre courant part d'ici, il monte là, et il va là. C'est un système qui est branché ici, il traverse le système qui est branché ici, il retourne là, et il va retourner dans le neutre. Et voilà, mon schéma est magnifique. D'accord? Ça, c'est si L est positif. Maintenant, si L est négatif, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Cette fois-ci-là, il ne pourra pas passer hein, si L est négatif. Mais t'imagines bien que si L est négatif, ça veut dire que par rapport à N, N lui devient du coup positif. En fait, tu vas avoir le fonctionnement inverse. Donc cette fois-ci-là, c'est N qui va passer à travers D5 et qui va revenir via D2 vers L. C'est simplement ça en fait. D'accord? Si L est positif, il peut passer par D1. Si L est négatif, sous-entendu L est plus petit que N, N du coup, entre guillemets, devient positif par rapport à L, et donc L va passer par D5. D'accord? Ça va aller pour tout le monde? Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on remarque? Que forcément, la partie, entre guillemets, positive ira forcément vers le très bien, vers le plus. Voilà. La partie la plus grande, la partie positive, ira forcément vers le plus. Par conséquent, à quoi sert ce schéma selon vous? Si on applique là une tension alternative, à quoi sert ce schéma selon vous? Voilà. En gros, ça sert à redresser le courant. On avait un courant sinusoïdal, on a à la fin un courant quasiment continu. Ce truc-là sert à redresser le courant. Oui, peu importe. Et ce, à cause des diodes. Je ferai une petite précision, hein, mais en fait, si vous voulez, ce schéma-là, hein, il est alimenté par là, d'accord? On alimente par là un courant alternatif, on fait sortir par là, du coup, du courant continu. Mais l'inverse n'est pas possible. Hein. Ne branchez pas sur du continu en espérant avoir de l'alternatif, hein, c'est pas possible. Et du coup, selon vous,
Ah oui, il y avait aussi cette petite question. À quoi sert le condensateur qui est là, selon vous? À quoi sert le condensateur qui est là, selon vous? En fait, ce condensateur permet, d'entre guillemets, de lisser le courant, d'accord? Voyez-le comme une sorte de petite batterie, de toute petite batterie. Comment? Il permet en fait de lisser le courant. En fait, je ne veux pas vraiment vous le dessiner comme il faut, mais je vais essayer de vous le dessiner, hein. Ici, vous faites passer un courant alternatif, d'accord? Comme ceci. Mais du coup, ce que vous allez avoir en sortie, si on suppose, voilà, qu'on est comme ceci. Bon, j'essaie de faire un axe, mais il est moche, hein. Est-ce que je peux pas faire? Attendez. Je vais carrément reprendre la diapo qui est ici. Voilà. Je vais la mettre juste là. Donc, en fait, on a, entre guillemets, le courant, la tension V. D'accord? On regarde simplement la tension V qui est là. La tension V qui est là, on voit bien qu'elle est alternative, hein, qu'elle est aussi autour de l'axe qui est ici. Mais ce qui va se passer, si jamais on met ça dans ça, en sortie, donc ici là, ce qu'on aura, c'est que cette partie, je ne vais pas pouvoir réussir à... Attendez. Est-ce que je peux le tronquer? Je ne peux pas le tronquer. Très bien. Donc, je vais essayer de le faire moi-même. Ce qu'on va avoir, c'est un truc qui va ressembler à ceci. Bon, je vais pas me casser la tête, j'ai carrément le tracé comme j'ai fait tout à l'heure, hein. Avoir un truc en fait qui va ressembler à ceci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc, vous faites rentrer la courbe verte, vous allez obtenir en sortie la courbe marron. Mais le problème que vous voyez ici, c'est qu'on a tout le temps une oscillation entre 0 et le maximum. C'est comme si en gros vous vous amusiez à appuyer tout le temps sur l'interrupteur. Les machines, elles, ne vont pas forcément apprécier ça. Donc, on va mettre ce qu'on appelle un condensateur. Le condensateur, ce qu'il va faire, c'est lorsqu'on sera dans un pic haut, il va absorber du courant. Et lorsqu'on va redescendre, il va réémettre une partie de ce courant. En fait, le courant sera lissé. Au lieu d'avoir un truc comme ça, on aura au final quelque chose qui ressemblera plutôt à ceci. Est-ce que vous voyez l'idée maintenant? Voyez simplement le condensateur comme une batterie qui se charge quand le courant devient suffisamment haut et qui se décharge pour refournir ce courant lorsque le courant s'abaisse. Et donc, par conséquent, ce truc-là, qui est là, il sert à quoi selon vous? Ce schéma-là, selon vous, ce schéma-là, il sert à quoi? Exactement la même chose. À ceci près que lui n'accepte pas un courant monophasé, mais accepte bien un courant triphasé. Voilà, alternatif ou triphasé. Voilà. Donc, donc ne vous étonnez pas si de temps en temps vous voyez ces petits schémas. Enfin, on a celui-ci et son ami qui est juste en bas. Ici, on a maintenant affaire à des convertisseurs. D'accord? Retenez simplement, hein, que lui s'appelle redresseur car il redresse le courant.
Mais pour à nouveau refaire osciller le courant, on va appeler ça un onduleur. D'accord? Onduleur, pensez à onde. Après, c'est vrai qu'on appelle les machines qui alimentent, qui protègent les PC des onduleurs, mais en vérité, un onduleur, c'est juste ça, hein. Un truc qui prend le courant continu et qui le transforme en courant alternatif. Donc ici, ce qui se passe, hein, c'est qu'on va avoir des petits transistors. T1, T2, T3, T4, T5, T6. On va avoir par exemple ici notre petit moteur asynchrone ou synchrone de bateau. On a notre générateur PWM, on a nos transistors, on a notre moteur. Et notre générateur va, entre guillemets, envoyer des petits signaux PWM de telle sorte à ouvrir et fermer rapidement les interrupteurs qui sont là. D'accord? Donc ici, T1 est ouvert à ce niveau-là, T2 est ouvert à ce niveau-là, etc., etc. Et selon vous, pourquoi on fait ça? Par exemple, si je prends juste T1 et T2, pourquoi selon vous, on fait ceci comme signal dessus? Déjà, et aussi pour... C'est ça, et aussi parce que... Je vais essayer maintenant de prendre la courbe qui est là. Attendez. Tac, tac, tac. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. On va superposer avec ce qui est au-dessus. Voilà. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui commence à se dessiner par hasard? C'est la même chose. En fait, juste pour vous, hein, si vous n'avez pas compris, en fait, quand T1 ici est vers le haut, ça signifie qu'il est fermé, hein, d'accord? Et quand il est en bas, comme ça, là, ça signifie qu'il est ouvert. En gros, on ferme de plus en plus longtemps T1, puis on relâche T1, puis on ferme de plus en plus longtemps T2, puis on relâche T2. T1 permet au courant de venir, T2 permet au courant de partir. D'où le fait que plus on va laisser fermer longtemps, plus le courant, entre guillemets, va augmenter, puis il va rabaisser parce qu'on commence à refermer la vanne, puis plus on va, entre guillemets, ouvrir la deuxième vanne longtemps, plus on va laisser, entre guillemets, le courant partir. Aussi simple que ça. D'accord? Un peu comme une sorte de courant. Le courant qui est ici, qui coule. Au début, on fait le courant couler de plus en plus rapidement via T1, puis là, on fait s'échapper de plus en plus rapidement via T2. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, et de manière à avoir une belle onde ici. Et on fait la même chose pour T3, T4, T5, T6. Et au final, ce qu'on obtient, c'est bien ceci. Et ça, c'est comment fonctionnent les générateurs que vous allez acheter, par exemple, pour vos moteurs brushless. Et pas générateurs, les ESC que vous allez acheter pour vos moteurs brushless. Bon, après, celui-là, c'est le fonctionnement lorsqu'on veut être carré, hein. Parce que si on veut faire un fonctionnement, entre guillemets, très moche, vous avez également celui-ci. Ça, c'est très moche. En fait, celui-ci, c'est la même chose que ça, à ceci près qu'au lieu de fermer et ouvrir de manière répétée, on va simplement ouvrir, pardon, fermer, puis ouvrir, fermer, puis ouvrir, fermer, puis ouvrir. En fait, on ne fera plus d'oscillation. Donc, au lieu d'avoir de belles courbes comme ceci, on va avoir des pavés. Quelque chose qui va ressembler grossièrement à ça. Tac, 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 tac. D'accord? D'où le fait qu'on avait ici une courbe non plus lisse, mais une courbe, voilà. Et voilà, ce cours est terminé. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'était suffisamment clair pour vous?